Bonsoir et bienvenue à l'auditorium en ligne de la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la 4e séance de notre cycle de conférences Le monde sous toutes ses mesures. Je vous rappelle que nous traitons actuellement la thématique grandeur et des mesures et que vous pouvez retrouver toutes les conférences autour de cette thématique sur notre site internet comme d'habitude. Et pour poursuivre nos découvertes autour des mesures, autour de la mesure, eh bien, ce soir, je vous propose une séance intitulée « L'infiniment petit est-il mesurable ?» Et pour répondre à cette question, nous recevons Nathalie Besson. J'apparais. Bonsoir Lisa, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment contente de vous accueillir malgré la distance. Nathalie, vous êtes chercheuse en physique des particules au commissariat à l'énergie atomique, le CEA Saclay, et vous êtes à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Et ce soir, vous nous parlez de ce monde minuscule qu'on a du mal à appréhender, l'infiniment petit. Et moi, pour ma part, je vous transmettrai les questions de nos auditrices et auditeurs en ligne après votre présentation. Donc, vous qui nous suivez, surtout n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, vos questions. Ils me sont transmis en direct pendant la présentation. Et bien, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole avec cette première question. Nathalie, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que signifie l'infiniment petit et sa potentielle mesure? Eh bien, je vais essayer. Merci Lisa. Bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran, si j'y arrive, pour essayer d'illustrer mon propos. J'espère que ça fonctionne correctement. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler de ce sujet que je trouve fascinant. J'espère que je ne vais pas être la seule à trouver ça fascinant. Donc, merci de cette invitation. J'aurais adoré être avec vous en vrai. Mais bon, j'espère qu'on va quand même passer un bon moment ensemble. Et donc, on va se pencher sur la mesure de l'infiniment petit. Alors, moi, quand on me demande de me pencher sur un concept, j'ouvre mon dictionnaire. Et mon dictionnaire me dit que la mesure, c'est l'évaluation d'une grandeur ou d'une quantité, première chose, par comparaison avec une autre quantité de même espèce prise comme terme de référence. Moi, je trouve ça un petit peu abstrait. On va essayer de s'apesantir sur chacun des termes et de trouver des exemples. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les grandeurs qu'on va vouloir évaluer? Évidemment, ça dépend du but qu'on s'est fixé, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Par exemple, moi, spontanément, quand on me parle de mesure, je pense à la masse de quelque chose. Ça peut être, par exemple, une masse donnée de farine qui est requise par une certaine recette. Si mon but, c'est plutôt de m'acheter des vêtements qui sont adaptés à ma corpulence, je vais plutôt devoir évaluer des choses comme des longueurs. Et enfin, si je veux, par exemple, battre un record, ce qui m'arrive de temps en temps, eh ben, je vais vouloir évaluer une grandeur comme la vitesse. Alors, pour faire ces évaluations, j'ai besoin d'une référence et cette référence, ça va être quoi? Ça va être mon unité de mesure. Donc, celle-là, vous les connaissez toutes. Pour la masse, c'est le kilogramme qui est noté petit k petit g. Pour les longueurs, il s'agit du mètre, noté M. Et pour les vitesses, l'unité est composite, il s'agit du mètre par seconde. Donc, le kilogramme, le mètre et la seconde sont 3 unités du système international avec le Kelvin pour les températures, l'ampère pour les intensités électriques, la mole pour la quantité de matière et le candela pour l'intensité lumineuse. Alors, il y a un truc très intéressant qui s'est passé en 2018, depuis la conférence générale des poids et mesures de novembre 2018, les unités de base du système international sont définies à partir de la valeur de constantes physiques. Et ces constantes physiques sont fixées et on en déduit les unités. Et dans ces constantes physiques, il y a le petit h qui est la constante de Planck et le petit c qui est la vitesse de la lumière, qui nous serviront bien par la suite. On en reparlera plus loin. Alors moi, j'adore l'histoire des unités. Franchement, je trouve ça fascinant. Et vous pouvez en retrouver des informations sur les unités du système international dans la première conférence de ce cycle. On va revenir à nos moutons et donc passer à la suite, c'est-à-dire comment on fait la mesure. On fait la mesure donc par comparaison de ce que je dois évaluer et de l'unité. Et pour ça, on a besoin d'instruments de mesure. Alors pour la masse, ça va être une balance. J'ai choisi exprès une balance à plateau parce que ça illustre bien qu'on va comparer la masse à déterminer, qu'on va mettre dans un des plateaux, avec une masse connue qu'on va incrémenter unité par unité dans l'autre plateau jusqu'à l'équilibre. Alors, petite remarque de physicienne enquiquinante là, les balances sont sensibles non pas directement à la masse des objets, mais à leur poids.
c'est-à-dire à la force ressentie par l'objet dans le champ de pesanteur terrestre. Mais ce poids, il est directement proportionnel à la masse, donc les balances peuvent être calibrées de telle sorte qu'elles donnent directement la masse. Pour les longueurs, on va utiliser un mètre. Ici, j'ai mis un mètre ruban. Ça tombe bien, l'objet porte le nom de l'unité. Alors, on remarque ici que l'objet en question est gradué en fractions de mètres. Ici, ça va être des centimètres et des millimètres. Et la précision de l'objet de mesure est importante parce que c'est lié à la mesure que je veux faire. Je vous assure, vous ne voyez pas, vous voyez que le haut de mon corps, mais je vous assure que pour mesurer mon tour de taille, il vaut mieux que ce soit gradué en centimètres qu'en mètres, sinon j'apprendrai pas grand-chose. Donc, il faut avoir un objet qui est gradué de façon pertinente et on reviendra dessus plus loin. Et enfin, pour les vitesses, en l'occurrence les vitesses moyennes, donc c'est une unité composite, on va pouvoir utiliser un chronomètre pour mesurer, pour évaluer le temps de parcours, et puis un mètre ou quelque chose d'assimilé pour mesurer la longueur du parcours. On divisera la longueur par le temps et on aura la vitesse moyenne. Alors, la définition qu'on vient de décortiquer là, elle est lue d'un point crucial, surtout pour une physicienne, qui est qu'une mesure, souvent pour être utilisable, doit être accompagnée d'une incertitude. C'est vraiment le cœur du métier de physicien. Pour l'anecdote, il y a très, très, très longtemps, au début de ma thèse, j'ai assez rapidement obtenu une valeur pour la mesure qui constituait l'essentiel de mon sujet de thèse. J'étais super contente de moi. J'ai débarqué dans le bureau de mon directeur de thèse et je lui ai montré toute fière mon résultat. Et là, rigolard, il m'a expliqué que j'avais fait le plus facile, que tout le monde était capable de sortir une valeur et que la plus grosse partie du travail commençait maintenant et que c'était estimer les incertitudes sur la mesure que je venais de faire. Une mesure, c'est évidemment ce qu'on appelle une valeur centrale, grand A, mais c'est accompagné c'est plus ou moins un petit delta A qui est l'incertitude. Alors, il y a plusieurs types d'incertitudes. Les plus faciles à appréhender pour notre propos ce soir, ça va être l'incertitude qui est liée à l'instrument de mesure, à la précision de l'instrument de mesure. Si je reprends l'exemple de la masse, pour ma recette de cuisine, je peux largement me contenter d'une balance qui a une précision de 1 gramme. Je ne vais pas rater ma recette si je suis à quelques grammes près. Et puis par ailleurs, si le kilo de farine que j'achète est bien de 1 kilo, mais à quelques grammes près, je ne vais pas me ruiner parce que j'ai regardé, le gramme de farine, c'est de l'ordre de 1 millième d'euro. Maintenant, si ce que j'achète, ce n'est pas de la farine, mais c'est un lingot d'or, j'espère très, 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 très fort que la mesure qui est utilisée, elle est plus précise qu'au gramme. Parce que là, le gramme d'or, c'est dans les 50 euros. Donc tout ça pour dire qu'il faut choisir un instrument qui a une précision adaptée à la mesure qu'on fait et puis que les incertitudes sont extrêmement importantes, on y reviendra. Il y a d'autres types d'incertitudes aussi, celles qu'on appelle les incertitudes statistiques ou les incertitudes d'ordre théorique. Donc maintenant qu'on a vu le concept de mesure, on va un peu regarder ce que c'est que l'infiniment petit, et c'est le domaine des particules élémentaires. Donc avant de voir ce qu'on mesure et comment on s'y prend, je vais vous présenter un peu de quoi on parle. Donc, les particules élémentaires connues sont représentées ici de manière humoristique. Alors, il se trouve que j'adore ce dessin avec les particules élémentaires, mais que quand il a été fait, ce dessin, le boson de Higgs n'avait pas encore été découvert. Donc, j'ai rajouté en haut à gauche, là, l'homme invisible, c'est le boson de Higgs. Bon, ce dessin est très, très drôle, mais il n'est pas si clair que ça. Donc, voilà, moins rigolo, mais plus clair. Les particules élémentaires. Donc, sur le pourtour, là, ce que vous avez, c'est les particules qu'on appelle généralement de matière, mais je n'aime pas trop ce terme. Elles ont un nom scientifique. Ce sont des fermions. C'est les 12 particules qui sont autour. En haut, vous avez les 6 quarks. Alors, en partant de la gauche, là, le up, le charme, le top, le down, l'étrange et le bottom. Donc, les quarks, up et down, vous ne les connaissez peut-être pas, mais vous en êtes constitués. C'est les principaux constituants des protons et des neutrons qui composent les noyaux des atomes. Et les atomes composent toute matière. Et puis en bas, vous avez en vert là ce qu'on appelle les leptons, c'est-à-dire des particules, ça vient du grec, c'est des particules légères. À gauche, les 3 leptons chargés. Donc il y a l'électron, qu'on connaît bien parce que c'est celui qui orbite autour des noyaux des atomes pour constituer l'atome, justement. Et puis il a 2 cousins plus massifs, le muon et le tauon. Et à droite, donc ces 3 particules sont chargées électriquement. Et à droite, vous avez les leptons, les neutres, qu'on appelle les neutrinos, et qui existent en 3 saveurs, le neutrino tauique, le neutrino muonique et le neutrino électronique. Ces fermions
interagissent entre eux en échangeant ce qu'on appelle des bosons vecteurs, qui sont caractéristiques des interactions fondamentales mises en jeu. Et là, ils sont représentés en bleu. Vous avez le photon, les gluons, le Z et les W. Et au centre, la dernière des particules élémentaires, le boson de Higgs, qui est aussi un boson, mais d'une nature différente. Et son existence est la manifestation du mécanisme qui confère leur masse aux différentes particules massives. Alors tout ceci est décrit dans une théorie qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Cette théorie, elle décrit les particules élémentaires, mais aussi la manière dont ces particules se propagent et dont elles interagissent en échangeant, je l'ai déjà dit, un boson messager. Donc, pour imaginer un peu, pour illustrer un peu cette histoire d'échange, je vous demande de faire un effort d'imagination. Imaginez-vous sur une barque. Alors, on va éviter les perturbations à notre expérience. Donc, il fait super beau, il n'y a pas de vent, la mer, c'est une mer d'huile, pas de vagues. Vous êtes sur une barque et votre ami est sur une barque aussi en face de vous et vous lui envoyez un ballon qu'il reçoit, qu'il vous renvoie, que vous recevez, que vous lui renvoyez, etc. Ce faisant, vous allez vous éloigner. En termes très scientifiques, ce qu'il se passe, c'est que vous subissez une interaction répulsive qui est médiée par le ballon. Donc ça, c'est la petite image. Maintenant, vue par un physicien, c'est ce que vous avez en bas à droite de la diapositive. Ça s'appelle un diagramme de Feynman. C'est probablement moins imagé, mais c'est diablement plus pratique parce que figurez-vous que c'est la traduction graphique de l'équation qui décrit l'interaction. Un dernier petit mot de ces interactions pour vous les présenter. Il y en a 4 des interactions fondamentales. L'électromagnétisme, qui nous est la plus familière, donc qui est responsable de tous les phénomènes électriques et magnétiques, et donc, en gros, de tout notre monde immédiatement sensible. Le fait que nous soyons en ce moment en visioconférence, le fait que je réussisse à voir, que je ne passe pas à travers la chaise sur laquelle je suis assise, ça c'est de la répulsion électromagnétique, que les geckos dans les pays chauds tiennent au plafond, c'est de l'électromagnétisme, les ondes radio, la chimie, enfin, tout ce qui nous est très familier, c'est l'électromagnétisme, donc on le connaît bien. Le messager, c'est le photon. Et il se trouve que toutes les particules qui ont une charge électrique sont sensibles à l'électromagnétisme. La deuxième interaction, c'est l'interaction faible. Elle est responsable entre autres de la radioactivité bêta. Elle est médiée par les bosons W+, W- et Z. Et toutes les particules que j'ai appelées de matière tout à l'heure, les fermions, sont sensibles à l'interaction faible. Ensuite, nous avons l'interaction forte qui assure la cohésion de la matière nucléaire et la cohésion des quarks dans les nucléons. Comme on parle de cohésion, les messagers, on les a appelés les gluons. Et les particules qui sont sensibles à l'interaction forte, c'est donc les quarks, mais aussi les gluons eux-mêmes. Alors, vous le savez tous, il y a une quatrième interaction fondamentale qui est l'interaction gravitationnelle. Elle n'est pas incluse dans la théorie standard des particules élémentaires, de la physique des particules. Théoriquement, on n'a pas réussi à la mettre dedans. Si on y arrive un jour, il y aura probablement un boson messager aussi, qui s'appellerait alors le graviton. Ce n'est pas très gênant qu'elle soit dans la théorie. D'abord, c'est assez difficile à étudier avec des particules qui ont des masses extrêmement faibles. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est extraordinairement moins intense au niveau des particules que les 3 précédentes. Il y a 40 ordres de grandeur de différence. Donc, on peut la négliger sans aucun problème pour notre théorie. Alors, tout ce que je vous raconte là, j'ai l'air très savante, mais on peut se poser la question de comment est-ce qu'on sait tout ça? Mais on sait tout ça en utilisant la méthode scientifique. Et ça consiste à bâtir un modèle en le confrontant aux résultats expérimentaux. Alors ici, notre modèle, c'est donc le modèle standard, c'est l'équation que vous voyez dans le plateau de gauche de la balance. C'est une théorie mathématique qui permet de faire ce qu'on appelle des prédictions théoriques sur la valeur de ces paramètres. Et puis, on construit des expériences tout exprès pour mesurer la valeur de ces paramètres et on construit on compare les deux et c'est ça qui fait progresser notre connaissance. Notre connaissance progresse par aller-retour entre les deux. On compare les observations expérimentales avec les prédictions théoriques. Et si c'est en accord, ça nous dit que notre modèle théorique a une certaine validité. Si ce n'est pas en accord, eh bien alors il faut y revenir, l'amender et augmenter notre compréhension de la chose. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que parfois, c'est l'expérience qui dit à la théorie, dis donc, il y a quelque chose que tu n'as pas pris en compte. Ça a été le cas, par exemple, du muon, le cousin de l'électron dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'était pas du tout prévu par la théorie. Et quand on l'a observé pour la première fois, il a fallu le prendre en compte dans la théorie. Mais parfois, c'est le modèle théorique qui prévoit des choses
nouvelles et qui dit aux expériences, vous feriez mieux de les chercher. Et ça a été le cas de ce qu'on appelait de l'équation de Dirac, qui est une équation absolument merveilleuse, qui est en quelque sorte l'ancêtre du modèle standard tel que vous le voyez écrit ici, et qui a prédit l'existence de l'antimatière avant même qu'on ait imaginé l'antimatière. Donc voilà, notre connaissance progresse par aller-retour entre prédiction théorique et observation expérimentale. Et dans ce contexte, on comprend bien l'importance de bien estimer les incertitudes et de rechercher la prédiction pour pouvoir progresser. Je vais prendre un exemple. Imaginons une prédiction théorique sur un paramètre que là j'ai pris sans unité et qui soit une prédiction de 4 plus ou moins 0,5. C'est représenté par ma double flèche violette. Là. Et imaginons que je fasse une mesure pour essayer de corroborer, de valider cette théorie et que ma mesure, son résultat, soit 3 plus ou moins 2. C'est ma première flèche bleue, la double flèche bleue. Alors, le truc, c'est que tout ce que je peux dire, c'est que, ouais, observation expérimentale et théorie sont en accord, super, mais ça ne me dit pas grand-chose de la valeur réelle du paramètre, et puis ça ne me dit pas non plus grand-chose si la théorie est valide ou pas, parce que la théorie, elle pourrait aussi bien avoir trouvé 2 plus ou moins 0,5, ce serait tout aussi en accord. Donc, il va falloir que je cherche plus de précision, et si par exemple, j'arrive à faire une mesure qui me donne 3 plus ou moins 0,5, alors on voit que je peux corroborer la théorie et expérimentation sont en accord à ce qu'on dira un écart standard, alors que si j'avais, avec la même précision, trouvé 1 plus ou moins 0,5, eh bien, j'aurais pu écarter le modèle, dire cette théorie n'est pas valide. Donc, c'est vraiment l'estimation des incertitudes et la recherche de la précision sont vraiment cruciales dans nos expériences de physique. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on mesure? Quelles sont les grandeurs pertinentes? Est-ce que les grandeurs dont on a parlé tout à l'heure sont pertinentes dans le monde classique, sont pertinentes dans le monde de l'infiniment petit? Déjà, c'est l'infiniment petit. Donc, on imagine bien que la taille, par exemple, ça n'a pas tellement de sens pour un truc qui n'a pas de dimension. En fait, la théorie dont je vous ai parlé, la théorie standard, permet de dresser la carte d'identité des particules élémentaires avec ce qu'on appelle des nombres quantiques. Et les particules sont donc caractérisées, par exemple, par leur masse, leur charge électrique et d'autres paramètres. Et puis, je vous l'ai dit, on a nos expériences qui nous permettent de mesurer qui nous permettent d'accéder à ce qu'on appelle des observables expérimentales et de mesurer des paramètres comme l'énergie des particules, leur charge électrique, leur trajectoire. Et tout ça, ça nous permet de remonter aux nombres quantiques caractéristiques et donc de comparer théorie et expérience. Donc là, on a vu les grandeurs à mesurer. Maintenant, on va se pencher sur les unités de mesure. Évidemment, il faut des unités adaptées. Donc, dans mon monde classique, les unités comme le mètre, le kilo et la seconde sont parfaitement adaptées. Par exemple, moi, je fais 1,60 m, 50 kg, et quand je marche, je vais à peu près à 1 mètre par seconde. Donc, c'est complètement adapté à mon monde environnant. Parfait. Sauf que dans le domaine des particules, il en va tout autrement. Alors, je vais vous donner des exemples. Évidemment, je viens de vous dire que la taille, ce n'était pas pertinent, mais ce n'est pas pertinent pour les particules élémentaires. Donc là, j'ai choisi une particule pas élémentaire pour donner un exemple de taille, et j'ai choisi le proton. La taille du proton, c'est de l'ordre de 10-15 mètres. La masse du proton, c'est de l'ordre de 1,66 10 puissance moins 27 kg. Et une vitesse caractéristique du monde des particules, c'est la vitesse de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde. Donc, on voit que la vie des physiciens va être super compliquée si on ne change pas de système d'unité. Alors, pour se doter d'un système d'unité qui soit adapté, on va se baser sur des constantes fondamentales qui sont caractéristiques de l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est des objets quantiques, très petits, et relativistes, très rapides. Les constantes caractéristiques du monde quantique et relativiste, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est H, la constante de Planck, qui est exprimée en kilogrammes mètre carré seconde moins 1, et C, la vitesse de la lumière, qui est exprimée en mètres par seconde. Donc, pour passer de kilogrammes mètre seconde à un système d'unité de physicien, il me manque une troisième grandeur. On a choisi l'électron-volt, qui est une grandeur, c'est une énergie, c'est homogène à une énergie, c'est l'énergie d'un électron soumis à une différence de potentiel de 1 volt, et ça s'exprime en kilogrammes mètre carré seconde moins 2.
Donc, vous voyez que mes 3 grandeurs que j'ai choisies dans le monde de l'infiniment petit, elles s'expriment toutes en fonction du kilo, du mètre et de la seconde, mais avec des puissances différentes. Et donc, ça nous permet de passer d'un système d'unité à l'autre et d'avoir un système d'unité adapté au monde de la physique des particules. Alors, je l'ai déjà mentionné, hein, une fois qu'on a des unités, même si elles sont adaptées, on a quand même souvent besoin d'utiliser soit des multiples, soit des sous-multiples de ces unités. Et par la suite, par exemple, je parlerai de GeV, c'est le giga-électron-volt, autrement dit 10 puissance 9 électron-volt, ou le téra-électron-volt, le 10 puissance 12 électron-volt. Donc, maintenant, on va essayer de voir quels sont les instruments qu'on va pouvoir utiliser. On a les grandeurs, on a les unités, et donc on va essayer de voir avec quels instruments on va pouvoir travailler. Pour ça, on va s'appuyer sur un cas concret qui va être la mesure de la masse du boson de Higgs. Alors, vous allez voir, il y a tout un tas de petites subtilités qui vont s'inviter. La première petite subtilité, c'est que, en fait, la plupart des particules élémentaires sont instables. Alors, à part heureusement hein, les particules qui nous constituent, parce que sinon on ne serait pas là pour en papoter, et la particule de lumière, le photon, toutes les autres, sitôt là, sitôt disparues, désintégrées en d'autres particules. Et quand je dis sitôt, je ne blague pas, c'est des temps extraordinairement courts. Par exemple, pour le boson de Higgs, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 26 secondes. Donc, si on veut observer et étudier ces particules, eh ben, on va les créer. Et ça, c'est ce qu'on fait lors de collisions de particules. Donc, on s'appuie sur la célèbre formule d'Einstein, E pour l'énergie égale M pour la masse fois C2, la vitesse de la lumière au carré. Et en vertu de cette formule, on voit qu'on peut, à partir de l'énergie, alors l'énergie cinétique et l'énergie de masse de particules accélérées, obtenir de l'énergie et donc à nouveau de la masse et donc des nouvelles particules. Plus on accélère les particules qui entrent en collision, plus on a d'énergie disponible pour créer des particules massives. Et je voudrais insister sur le terme créer. On crée bien de nouvelles particules. Il ne s'agit pas des débris des particules qui sont entrées en collision. Et c'est pour ça que je rajoute toujours ce petit dessin que j'ai piqué au CERN, le petit dessin enfantin là, qui est à droite, mais qui est tellement juste. En collisionnant des fraises, si elles ont suffisamment d'énergie, hein, parce qu'encore une fois, il faut l'énergie nécessaire pour produire les masses, on va pouvoir créer des bananes, des prunes et des poires. Et on est bien d'accord, hein, la poire, ce n'est pas un débris de la fraise. Donc, on est bien en train de créer des nouvelles particules. Et c'est ce qu'on fait au LHC, le Large Hadron Collider. C'est un collisionneur de protons à haute énergie. Alors, pourquoi haute énergie? Parce qu'un de ses buts, c'était de permettre la découverte du boson de Higgs. On le sait maintenant, le boson de Higgs, il a une masse de 125 gigaélectronvolts. Ça en fait la deuxième particule la plus massive des particules élémentaires. Et donc, il faut avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le créer. Donc, haute énergie. Et puis, il faut aussi que ce collisionneur fournisse un haut taux de collision. Pourquoi? Ça, c'est ma deuxième petite subtilité du monde quantique. Le monde quantique est gouverné par les probabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lors d'une collision au LHC, je ne sais pas à l'avance quelles particules vont être produites. En revanche, ma théorie me permet de calculer avec quelle fréquence quelle particule va être créée. Et en moyenne, un boson de Higgs est créé une fois tous les 10 milliards de collisions. Donc, en plus de la haute énergie, j'ai besoin d'avoir un haut taux de collision pour pouvoir me permettre d'étudier le boson de Higgs. C'est ça le cahier des charges du LHC, haute énergie, haut taux de collision. Et ça en fait la machine de tous les superlatifs. Je vais vous le présenter maintenant. Donc, il se trouve en moyenne à 100 mètres sous terre. Il est sous la frontière franco-suisse que vous voyez sur l'image, là, matérialisée par les pointillés blancs. Il se trouve au CERN, près de Genève. Et dans ce collisionneur, des protons circulent dans des anneaux de 27 km de circonférence. Ils voyagent à, alors il faut que je compte sur mes doigts, 99,9999991% de la vitesse de la lumière, dans le sens horaire pour les uns et dans le sens inverse pour les autres. Alors moi, je ne vais pas recompter sur mes doigts là. En gros, ça fait 1 milliard de kilomètres à l'heure. Beaucoup. Il a plein de caractéristiques assez fantastiques. Pour que les protons ne heurtent aucune particule qui modifierait leur trajectoire quasi circulaire,
dans les tubes, on fait régner un ultra-vide. La pression dans les tubes, qu'on appelle tube à vide pour une raison évidente, est de 10 puissance moins 13 atmosphères, c'est-à-dire plus faible qu'à la surface de la Lune. Alors, en certains points de l'anneau, on va détourner légèrement les protons de leur trajectoire quasi circulaire pour les faire entrer en collision. Et ça va générer dans des volumes extraordinairement petits des énergies de presque 14 téraélectronvolts. Les protons, en fait, ce n'est pas un faisceau continu, ils circulent en paquets. Chacun des milliers de paquets qui circulent dans le LHC contient plus de 150 milliards de protons. Donc, si vous êtes comme moi, 150 milliards, c'est trop gros pour que vous puissiez appréhender ce que ça veut dire. En gros, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, dans la Voie lactée. Et ces paquets, on les fait entrer en collision toutes les 25 nanosecondes, autrement dit, tous les 25 milliardièmes de seconde. Alors, les paquets ont beau être denses, ils sont néanmoins pleins de vide, parce que vous vous souvenez, un proton, ça a une taille de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Et donc, lorsque deux paquets se croisent et s'interpénètrent, seuls quelques protons sur les 150 milliards entrent en collision avec un proton arrivant en sens opposé. Du coup, pour augmenter nos chances que ça arrive, juste avant les points de collision, vous voyez une simulation là de ce qu'on fait subir à la taille des faisceaux, on squeeze les paquets pour réduire leur dimension et les rendre encore plus denses. Leurs dimensions transverses, au point d'interaction, sont alors plus petites qu'un quart de cheveu humain. Alors, un cheveu pris dans le sens de l'épaisseur, hein, pas de la longueur, sinon ça dépend des cheveux. Et ça, c'est de l'ordre de 15 micromètres. Et ça permet qu'à chaque croisement de paquets, il y ait plusieurs dizaines de collisions proton-proton simultanées. Pour contrôler la trajectoire des milliers de paquets de protons, le LHC contient plus de 9300 aimants de toutes sortes. Les plus impressionnants sont les 1232 dipôles, dont vous voyez une coupe là sur l'image. Ces dipôles servent à courber la trajectoire des protons pour qu'elle soit quasi circulaire. Chaque dipôle fait 14 mètres et 35 tonnes. Ils sont principalement constitués d'un bobinage supraconducteur, c'est du nobium-titane, et ce nobium-titane se présente sous forme de filaments qu'on torsade jusqu'à obtenir des câbles. Les filaments font 7 micromètres de diamètre, c'est vraiment très fin. En tout, dans le LHC, il y a 7600 km de câbles. Si je débobine tout ça en filaments, ça correspond à une longueur de plus de 5 allers-retours Terre-Soleil. Et tout ça, c'est du filament supraconducteur. Et pour que les câbles soient dans leur régime supraconducteur, tout ça est maintenu à un froid extrêmement extrême. Je vous le refais, tout ça est maintenu à un froid extrême, à savoir 1,9 Kelvin. On est à 1,9 degré du zéro absolu. Ça correspond à peu près moins 271 degrés Celsius. En fait, c'est plus froid que le fond diffus de l'univers. Et ça concerne 40 000 tonnes de matériel. Alors, en image, j'espère que ça va démarrer. Ça donne ça. Vous allez voir qu'à l'origine de tout ça, il y a une bouteille de gaz d'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est des protons avec un électron autour. Donc, on commence par dépoiler les atomes d'hydrogène de leurs électrons. Et puis, avec un champ électrique, merci, on les accélère. Ils vont passer dans une succession d'accélérateurs de plus en plus puissants. D'abord un linéaire qui va commencer à faire les paquets, puis le booster, c'est le plus petit anneau, puis le PS, le proton synchrotron, puis le super PS, qui va injecter des protons à 450 gigaélectronvolts dans le LHC, responsable de l'accélération finale, donc dans les deux sens. Et puis, on va faire des collisions en 4 points dans Atlas, CMS, LHCb et ALICE. Et là, nous allons plonger au cœur du LHC. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà, là, vous êtes dans le tunnel du LHC. En bleu, vous voyez l'extérieur des cryostats, c'est-à-dire ce qui maintient à froid les éléments du LHC. Et là, on suit de très près l'image d'un proton. C'est imagé, bien sûr, on ne peut pas le voir le proton. Et je pense qu'il va lui arriver des bricoles parce qu'il va aller se collisionner contre un proton qui arrive en face au cœur du détecteur Atlas. Tout ceci est filmé bien sûr au ralenti parce que la vitesse de la lumière, non. Et voilà, collision, création de particules qui se désintègrent en d'autres particules dont notre boulot, ça va être de les détecter. Donc, je vous l'ai dit, en moyenne, une collision sur 10 milliards seulement va produire un boson de Higgs. Le boson de Higgs est instable. Il va se désintégrer
aussi sec. Et comme on est toujours sous le règne des probabilités, le boson de Higgs peut se désintégrer en différentes manières qui ne sont pas équiprobables. Ce que vous voyez sur le graphique, là, ça va être le plus compliqué de ce soir, c'est les probabilités de se désintégrer de telle ou telle manière pour un boson de Higgs en fonction de sa masse. Avant de l'observer, on ne connaissait pas sa masse, et donc on faisait ce genre de diagramme. Et donc vous voyez que le boson de Higgs a une certaine probabilité, faible mais intéressante, de se désintégrer en 2 photons. C'est le diagramme qui est entouré en rose. Il peut se désintégrer en un taux plus et un taux moins, c'est le diagramme entouré en rouge. En un quark beau et un anti-quark beau, c'est le diagramme entouré en gris. En une paire W plus W-, c'est le diagramme entouré en vert. Ou en 2 bosons Z, c'est le diagramme entouré en bleu. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que la plupart des particules que je viens de vous citer là, sont des particules qui sont elles-mêmes instables, qui vont à leur tour se désintégrer. Si je prends l'exemple des 2 bosons Z, ils ont une probabilité de se désintégrer de différentes manières, et pourquoi pas chacun dans une paire lepton plus, lepton moins. In fine, ce qui va être intéressant pour moi d'un point de vue expérimental, c'est les particules que je suis capable de voir dans mon détecteur. Et les particules que je suis capable de voir dans mon détecteur, ça va être celles qui sont soit stables, soit qui vivent suffisamment longtemps pour traverser le détecteur. Et donc, dans le détecteur, on va pouvoir voir les photons, les électrons, les muons et les hadrons, qui sont des particules qui sont faites de quarks. Par exemple, vous en connaissez, hein, les protons et les neutrons. Alors, évidemment, j'ai dit, on va voir, mais comment est-ce qu'on peut faire pour détecter des particules qui sont tellement petites qu'elles peuvent être considérées sans dimension? Eh bien, on utilise le principe suivant. Si on ne peut pas voir les particules, en revanche, on peut voir les traces qu'elles laissent sur leur passage en interagissant avec la matière des détecteurs. De la même façon que, évidemment, imaginons que l'homme invisible taquin retire ses vêtements, je ne vais pas pouvoir le voir. En revanche, je vais voir les traces qu'il va laisser sur une plage de sable mouillé, par exemple. Du coup, autour de chaque point de collision du LHC est installé un gigantesque détecteur de particules. Alors pour les chasseurs de bosons de Higgs, les 2 qui nous intéressent, c'est Atlas d'un côté de l'anneau et CMS de l'autre. Et ces détecteurs sont en quelque sorte des caméras de 90 millions de pixels qui enregistrent ce qui se passe lors des collisions. Je vais vous les montrer en photo. Atlas à gauche et CMS à droite, et ce sont des monstres de technologie qui sont tapis dans leur gigantesque caverne à 100 mètres sous terre. Et si je dis des monstres de technologie, Atlas est grand comme un immeuble de 10 étages qui serait couché sur le flanc, avec ses 46 mètres de long et ses 25 mètres de diamètre. Mais il est relativement léger, n'est-ce pas, parce qu'il ne fait que 7000 tonnes, alors que CMS est plus compact. D'ailleurs, le C de CMS, c'est compact en l'occurrence. Il est 2 fois plus petit, mais il pèse 12 500 tonnes. Ce n'est pas de la gnognotte. Et accessoirement, j'ai dit que je les ai comparés à des caméras. C'est aussi des caméras un peu de l'extrême. D'une part, parce qu'elles sont synchronisées avec le LHC. Ça veut dire qu'elles prennent une photo tous les 25 milliardièmes de seconde, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, vous voyez que ce n'est pas des détecteurs qui sont homogènes. Ils sont constitués de sous-détecteurs différents pour donner des informations multiples sur les particules détectées et nous permettre de les mesurer et de les identifier. Je vais illustrer ça plus précisément. Alors, les 2 détecteurs, en fait, sont construits avec des technologies très différentes, mais ils suivent exactement les mêmes principes. Donc là, je vais prendre l'exemple de CMS. Le petit dessin que vous voyez, je ne peux pas faire joujou avec ma souris. Lisa, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez ma souris? Oui, tout à fait, on la voit très bien, Nathalie. Ah, c'est magique, chouette. Allez-y. Alors, du coup, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, ce que vous voyez là, c'est une vue transverse du détecteur CMS, ce qui veut dire que les faisceaux de protons arrivent perpendiculairement à cette vue. Donc, ils foncent vers l'écran et ceux qui arrivent en face viennent dans la direction opposée. Et puis, on prend une tranche de ce détecteur. Alors, le point de collision, il est donc là où il y a ma souris, là. Et le premier détecteur qu'on va rencontrer, qui entoure le point de collision, c'est ce qu'on appelle le trajectographe interne. Ce détecteur permet de reconstruire la trajectoire des particules chargées. Donc, vous vous rappelez, moi, je vois photons, électrons, muons et hadrons. Et donc, je vais pouvoir
par exemple, détecter les électrons, dont une trace est matérialisée ici en rouge, ou bien les muons, la trace est matérialisée ici en bleu clair, ou bien un hadron. Donc, je rappelle, un hadron, c'est le mot savant pour dire machin fait de quark. J'ai perdu ma souris. Ah, là, voilà. En vert ici. Et puis les particules neutres, comme les hadrons neutres, ici en vert, ou les photons, ici en bleu. Là, on a mis des pointillés pour guider l'œil, mais en fait, c'est des particules qui n'ont pas de charge électrique, et donc on ne va pas pouvoir reconstruire leur trajectoire dans le trajectographe interne. Ce détecteur est plongé dans un champ magnétique. Alors, pour CMS, il est très intense, il fait 4 Tesla, pour ceux à qui ça dirait quelque chose, cette unité. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'une particule chargée qui se promène dans un champ magnétique voit sa trajectoire courbée, et la courbure dépend de la charge. C'est-à-dire que si un électron courbe dans ce sens-là, alors un anti-électron courbera dans ce sens-là. Vous voyez que c'est rusé, parce que si je vois quelque chose dans ce détecteur, je suis déjà capable de dire que c'est une particule chargée, je sais par où elle est passée et je connais sa charge. Le détecteur qui entoure le trajectographe interne est ce qu'on appelle le calorimètre électromagnétique. Il est représenté en vert ici. Il est conçu pour que photons et électrons y déposent toute leur énergie. Ça veut dire que je vais pouvoir identifier un électron si j'ai une trace qui pointe, qui correspond, qui match géométriquement avec un dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique. Et donc, non seulement je saurais que c'est un électron, je connais sa charge, je sais par où il est passé et il a déposé toute son énergie dans le calorimètre électromagnétique, mais en plus, je connais son énergie, vu qu'il a tout déposé dans le calorimètre électromagnétique. Et puis, si je vois un dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique, mais rien en face, je vous rappelle que les pointillés, c'est juste pour guider l'œil, alors j'ai identifié et mesuré l'énergie d'un photon. Juste derrière, entourant le calorimètre électromagnétique, on a le calorimètre hadronique, représenté en jaune ici, qui a le même rôle que le calorimètre électromagnétique, mais pour les hadrons. Donc, un dépôt d'énergie dans le calorimètre hadronique avec une trace correspondante, ça signera un hadron chargé, par exemple un proton, ou un pion ici. Et puis, un dépôt d'énergie dans le calorimètre hadronique, mais pas de trace en face, ça signera et ça mesurera l'énergie d'un hadron neutre, par exemple un neutron. Le détecteur le plus externe de nos détecteurs de physique des particules, c'est toujours le trajectographe à muons. Pourquoi? Parce que les muons sont les seules particules capables de traverser le détecteur sans s'arrêter. Les autres, vous avez bien vu, elles se sont arrêtées puisqu'elles ont déposé toute leur énergie dans les calorimètres. Et donc, si je vois une trace dans ce détecteur, je saurais que c'est un muon, je connaîtrais sa charge, il y a aussi un champ magnétique, et donc je l'aurais identifié et mesuré. Donc vous voyez comme ça qu'on est capable d'identifier, de reconstruire la trajectoire et de mesurer l'énergie des électrons, des photons, des muons et des hadrons. Et donc, avec ces particules qui auront laissé des traces dans le détecteur, on va être capable de remonter à ce qui s'est passé et de faire notre travail d'enquête. Alors, je vous rappelle que notre but, on y est presque, c'est de mesurer la masse du boson de Higgs. Alors, la masse du boson de Higgs. Donc, vous avez vu que le boson de Higgs, il a plusieurs façons de se désintégrer. Nous, on va en choisir une facile à reconnaître dans le détecteur pour ce soir. On va choisir ce qu'on appelle le canal diphotons. Ça veut dire que le boson de Higgs, on va étudier les cas où le boson de Higgs s'est désintégré en 2 photons. Donc, on va alors, vous voyez, là, je vous ai donné un exemple d'un événement, un vrai événement, ce n'est pas de la simulation, qui a été enregistré par le détecteur Atlas cette fois-ci. Donc, c'est une vue transverse du détecteur Atlas. Le calorimètre électromagnétique est représenté. Ah, je fais l'andouille avec ma souris, mais sur mon autre projection, vous ne voyez rien. Super. Le calorimètre électromagnétique est représenté en vert. Et vous voyez qu'on a 2 jolis dépôts d'énergie dans le calorimètre électromagnétique et pas de trace en face. Donc, ça signe la présence de 2 photons. Alors, vous pourrez m'objecter que là, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de trace en face. Je vous garantis, on vérifie dans les 3 vues, dans les vues en 3D, et il n'y a rien qui correspond à ce dépôt-là. Donc, dans les zillions d'événements enregistrés par Atlas, on va commencer par sélectionner tous les événements où il y a 2 photons. 2 photons qu'on aura identifiés puis qu'on aura mesurés. On aura leurs angles dans le détecteur et puis on aura leur énergie. À partir de ces caractéristiques, angle et énergie, on peut remonter à ce qu'on appelle la masse invariante de la paire de photons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette masse invariante de la paire de photons? En fait, c'est une grandeur
Si jamais les deux photons viennent de la désintégration d'une particule, cette grandeur est exactement la masse de la particule qui s'est désintégrée en ces deux photons. Si ces deux photons, ils sont là par hasard, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils ne sont pas issus de la désintégration d'une particule, alors ça va me donner tout et n'importe quoi. Je vais avoir un continuum de valeurs. Je ne vais pas avoir une valeur précise. Donc, je prends tous mes événements où il y a deux photons, je calcule la masse invariante et j'en fais ce qu'on appelle la distribution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en faire la distribution? Eh bien, ça veut dire que je vais la ranger dans un graphe comme ça. Dans l'axe des X, c'est la masse invariante à photon-photon en GeV, en gigaélectronvolts. Et puis, pour chaque mesure que je fais, eh bien, je vais ranger. C'est-à-dire, mettons ma première paire de photons, elle a une masse invariante de 110, alors je mets 1 dans la colonne 110. Ma deuxième paire, elle a une masse invariante de 140, alors je mets 1 dans la colonne 140. Et puis ma troisième paire, elle a à nouveau une masse invariante de 110. Alors, du coup, ça va me faire deux événements dans la colonne 110. Et puis, la troisième, elle aura 120. Je la range dans 120, etc. Et donc, en vrai, enfin, avec des vraies données, ça donne ça. Ce que vous voyez là, c'est les statistiques qui s'accumulent dans chacune des colonnes, ce que j'ai appelé colonnes, donc chaque intervalle de masse invariante, en quelque sorte, avec les données enregistrées par le détecteur Atlas en 2011. Alors, ce que vous voyez, ce qu'on voit là, c'est que essentiellement, on a un continuum de valeurs qui là est matérialisé par la ligne bleue qui a été ajustée. Et ça, c'est le tout et n'importe quoi dont je parlais. C'est-à-dire, quand les deux photons n'ont rien à voir l'un avec l'autre, bah, ça va me donner n'importe quelle valeur. C'est ce qu'on va appeler notre bruit de fond. Et ce qu'on va appeler notre signal, c'est cette… Alors, pour n'importe quel physicien des particules, c'est une adorable petite bosse, là, en rouge, qui nous a permis, en 2012, d'annoncer la découverte du boson de Higgs, s'il vous plaît. Vous voyez une accumulation à une masse donnée qui signe la présence d'une particule à cette masse-là. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment de là, on va tirer une masse pour la particule. Parce que, évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le boson de Higgs, il a sa masse théorique, d'accord? Sa masse nue, qui est joliment piquée. Vous vous rappelez, on parlait de précision des instruments de mesure. Ce que ça va faire de mesurer la masse du boson de Higgs avec Atlas, par exemple, ça va me donner la distribution en bas à gauche, c'est-à-dire que l'incertitude liée à mon instrument de mesure va, je ne trouve jamais de bon mot en français, c'est smear en anglais, mais va flouter la distribution en quelque sorte, va l'élargir et donc ça va me donner ça. En plus de ça, évidemment, à ça se superpose le bruit de fond qui est gigantesque, on l'a vu tout à l'heure, et donc le résultat c'est ça, et on l'a vu avec des vraies données, ça donne ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste une fonction sur la distribution de bruit de fond pour pouvoir la soustraire à la distribution totale et obtenir une petite bosse. Et la petite bosse, on va dessus aussi ajuster une courbe qui va prendre en compte la précision de mesure par le détecteur. Et on va obtenir, ça y est, on y est, the result is, on va obtenir, donc là c'est des données plus récentes, mais c'est exactement la même chose, c'est le boson de Higgs, la masse du boson de Higgs mesurée dans le canal diphotons, et avec ces données, prises à 13 steps de collision proton-proton, la masse du boson de Higgs dans le canal diphotons est de 124,93 plus ou moins 0,40 gigaélectronvolts. Ouf. Alors, je suppose que, comme moi, vous conviendrez que c'est un tout petit peu plus compliqué que de prendre un mètre ruban et de mesurer mon tour de taille. Certes, c'est pas simple, mais on peut le faire, on y arrive. Et franchement, c'est passionnant. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à vous, Nathalie, pour toutes ces informations. On a de nombreuses questions en ligne, donc les gens sont là et malgré si vous ne les voyez pas, ils vous ont suivi. Alors, Est-ce que je départage ou est-ce que je garde? peut-être que selon les questions, c'est vous qui allez décider si vous répondez avec ou pas votre support, comme vous préférez. J'ai essayé de les regrouper par thématique, on va dire, pour le public qui nous regardait. Alors, première question. Applique-t-on la propriété mathématique d'une droite, c'est-à-dire il existe toujours une droite entre deux points, à la physique des particules? Oula, je suis pas sûre de comprendre. Tout à fait. Dans quel cadre? C'est-à-dire quand je reconstruis la trajectoire d'une particule?
Un photon, Alors, oui, il va tout droit, lui. Alors, il va tout droit. Non, mais là, on en a pour 3 semaines. C'est vaste. Non, parce que, en fait, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais dans le cadre des expériences faites en laboratoire sur Terre, d'accord, on n'est pas enquiquiné par la relativité générale et par le fait que les grosses masses courbent l'espace-temps et donc courbent la trajectoire de la lumière. D'accord. Un photon qui passe à côté du Soleil, il ne fera pas une ligne droite, lui. Mais sur Terre, dans nos labos, franchement, une particule pas chargée, enfin une particule à qui on fiche la paix d'un point de vue électromagnétique, elle va tout droit, oui. En revanche, là, mes traces là, dans mon détecteur, elles sont courbes, mais j'ai tout fait pour, on a mis un gros champ magnétique bien intense pour courber les traces des particules chargées. Alors, la question est très floue. Enfin, je suis navrée, peut-être que je ne la comprends pas bien. si vous voulez la préciser en ligne, n'hésitez pas. Sinon, ça répond peut-être aussi en partie à la question qui demandait si ça avait un sens de parler de trajectoire en théorie quantique. Donc, Ah bah une fois que je l'ai mesuré, oui, ça a carrément un sens. Enfin, je veux dire, une fois que la particule a laissé de la trace, oui, oui, ça a un sens, oui. Je la constate, la trajectoire, je la mesure. Après, ce que fait la particule quand je la regarde pas, c'est une autre histoire, mais celle-là, je les regarde. donc, celle que vous avez regardée, elle est vraiment passée par la ligne que vous nous avez montrée tout à l'heure. Et celle que vous ne regardez pas, ça, c'est un peu plus mystérieux. Et dans le même domaine un peu mathématique, quand vous parlez de 100 dimensions, est-ce que ça veut dire de dimension 1 ou vraiment de dimension 0? Ah non, ah pardon, ah oui, alors, 100 dimensions pour les particules, sans taille. Mathématiquement, c'est un point mathématique, donc il n'y a pas de dimension. C'est-à-dire, alors, oulala, ça aussi, on peut en parler pendant 1 million d'années. Euh, j'avais pensé partir là-dessus. L'électron, alors, yes, comment j'attaque le truc? Prenons un électron qui est une particule chargée, d'accord? Mathématiquement, cet électron, c'est un point. Effectivement, il n'a pas de dimension, c'est vraiment zéro. Il a pas d'extension spatiale. Maintenant, cet électron, il vit dans le vide quantique. Le vide quantique, lui, est plein de, eh ben, il est plein de particules qu'on appelle virtuelles, qui sont potentiellement là, d'accord? Et comme l'électron est chargé, il va polariser le vide quantique et donc faire s'entourer d'un nuage de photons, paires, électrons, positrons, nanana, qui ne vont pas arrêter de faire pop-pop dans le vide, hors du vide, etc. Résultat de l'affaire, quantiquement, cet électron, il va avoir une extension due à ses propriétés, en particulier de particules chargées. Il y a aussi autre chose, c'est que comme il a une charge, et si je veux aller voir l'électron, alors pour voir une particule, il faut une autre particule. C'est trop petit, il faut que j'aille sonder avec quelque chose qui me permette d'atteindre ces échelles-là. Et je vais prendre par exemple une autre particule chargée. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la répulsion coulombienne entre ces deux particules, d'accord? Et donc, je ne vais jamais atteindre le point. Donc, peut-être que la question est posée par quelqu'un qui a connaissance de ce qu'on appelle le rayon de charge de l'électron, qui est le résultat de tout ce dont je viens de parler là, qui est le fait que l'électron étant chargé, il s'entoure d'un nuage de particules virtuelles et donc il se retrouve avec de fait une extension spatiale. Mais mathématiquement, c'est traité comme un point. Donc, je vous confirme que la première personne sur la propriété mathématique d'une droite nous confirme qu'il s'agissait donc, est-ce que la particule qui suit une droite, on peut dire qu'elle est passée entre deux points. Donc, entre deux points de cette droite, effectivement, ce que vous avez confirmé, celle qu'on a regardée, elle est bien passée entre deux points de cette. Bah, en tout cas, ouais, on met des incertitudes dessus, mais Alors, j'ai une autre question autour de l'énergie. L'énergie produite par la collision crée de nouvelles particules. Est-ce que ce n'est pas étrange au niveau de l'entropie? ah non, mais alors l'énergie, elle n'a pas changé, elle, hein. L'énergie a C'est-à-dire, été alors là, conservée. il n'y a pas de problème, hein, on pourrait presque dire Lavoisier, quoi. Ça pourrait même être rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Non, non, on a créé. Alors, l'image que je pourrais prendre, c'est vraiment. Alors, il y en a une autre qui est chère à Étienne Klein. Je peux dire les deux. L'image que moi j'aime bien, enfin qui n'est pas une image, mais la façon dont on peut comprendre les choses, c'est vraiment E égale mc2. Ça veut vraiment dire que masse et énergie, c'est complètement équivalent. Donc moi, je prends deux masses, par exemple mes protons, mais ça peut être n'importe quoi, je les collisionne, j'ai donc une densité d'énergie extrême et E égale mc2, mais M,
C2 égale E, je veux dire, ça va dans les deux sens. Et donc, de cette énergie, je peux à nouveau créer des masses. Mais je n'ai pas changé la quantité d'énergie. Hein. Là, je n'ai rien changé à l'entropie. Il y a pas de souci là-dessus. L'autre façon de voir les choses que j'aime bien aussi, qu'Étienne utilise, Étienne Klein utilise souvent, c'est de dire que le vide quantique, là, qui contient toutes les particules en sommeil, en fait, pourquoi elles sont en sommeil, ces particules, pourquoi elles sont virtuelles, c'est que justement, elles n'ont pas assez d'énergie pour au moins avoir leur masse. Et nous, au LHC, avec cette densité d'énergie très localisée, on chauffe le vide quantique et on apporte l'énergie nécessaire pour faire sortir du vide quantique ces particules en sommeil. Et après, selon les probabilités qui sont données qu'on connaît grâce au modèle, on va faire sortir, et si on a l'énergie suffisante, un boson de Higgs, un boson Z, plein de trucs. Alors, comment faire pour que les champs magnétiques n'interfèrent pas dans le LHC? Ça veut dire quoi, n'interfère pas? Eh bien, On espère bien qu'ils interfèrent avec nos particules, vu qu'on cherche à les courber, donc, et ça marche. Je ne comprends pas la question. Peut-être les autres champs magnétiques, je laisse confirmer si c'est pas ça en ligne, sinon peut-être les autres champs magnétiques de notre environnement. Le LHC est donc très en profondeur, protégé, je ne sais plus si vous l'avez précisé. Bah, il est à 100 mètres sous terre, donc Voilà. ces champs magnétiques, Enfin, faudrait plutôt nous protéger des champs magnétiques, des expériences. Mais bon, déjà, il y a des retours de champs qui sont utilisés, et puis elles sont, les champs. Ah oui, je comprends. D'ailleurs, il y a des. Alors, je suis pas spécialiste, mais effectivement, pour connaître très très finement les champs magnétiques à l'intérieur de nos détecteurs, champs magnétiques qui sont créés par les aimants qu'on utilise dans nos détecteurs, eh bien, effectivement, il faut prendre en compte toutes les masses métalliques qu'il y a autour. C'est un casse-tête. Mais on est futé. Alors, je vous propose celle-ci. Je ne vous promets plus que ce soit tellement dans l'ordre, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent des questions en direct, mais je suis ravie que vous soyez actifs sur le chat. Merci beaucoup. Que représente la constante de Planck? On entend souvent dire qu'elle est considérée comme la valeur la plus petite du monde physique. Je pense qu'il y a peut-être une reformulation à donner là, par rapport à la proposition de la personne. Comment je vais dire ça? Alors, Planck, c'est le papa de la mécanique quantique. Et quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça parle de... oh là là, j'espère que je ne vais pas raconter de... Je vais le dire comme il faut. La mécanique quantique, ça parle de quanta, c'est-à-dire de l'unité d'énergie. En fait, ce dont s'est aperçu Planck, mais lui, il croyait que c'était juste un artifice mathématique, et c'est Einstein qui a dit, bah non, la physique quantique, elle est comme ça, c'est-à-dire ça vient par paquet d'énergie. C'est l'énergie sous forme de particules. Pourquoi elle est sous forme de particules? Il n'y a pas un continuum. D'accord? C'est discret. Je ne sais pas comment le dire autrement qu'avec le terme mathématique. C'est discrétisé. Et c'est pour ça qu'on peut parler de photons, particules de lumière, grains de lumière. C'est pour ça que le photon, il a aussi son aspect corpusculaire. D'accord? Donc la constante de Planck dit que quand on descend à une certaine échelle, on n'est plus continu et on est dans le régime discret. Discret, ça veut dire 1, 2, nan, et pas toute une continuité de. Pardon pour les oreilles, Lisa, j'ai sifflé, j'aurais pas dû. Désolée. Je ne sais pas si je suis claire. La constante de Planck, c'est ça qu'elle traduit. C'est vraiment que quand on descend à toute petite échelle, on perd le. Comment je pourrais dire ça? Imaginez que je dessine un pointillé, d'accord? Un pointillé très serré, si je le vois de très loin, je vais avoir l'impression que c'est une ligne continue. Si je le regarde de très près, je vais voir qu'il y a des gaps. Et le trait de mon pointillé, ce sera mon quanta. C'est-à-dire ce sera la subdivision la plus petite que je peux obtenir. Quoi. Dites-nous si ça vous va pour les sections sans poser filet, des questions là. avec plaisir. Voilà. Y a-t-il des particules inexpliquées découvertes par le LHC aujourd'hui? Non, pas encore. Pas Pour encore. l'instant, tout ce qu'on découvre, c'est standard. On cherche vraiment activement des choses qui ne soient pas dans le modèle standard. Je vous jure qu'on se décarcasse, mais pour l'instant, non. Et ce qui répond presque en partie à pensez-vous qu'il existe des particules encore plus petites que l'on n'a pas découvert jusqu'à maintenant? Alors, le encore plus petite, non. Je vous rappelle que pour l'instant, je parle de l'élémentaire. Donc, c'est plus petit, c'est pas ça. Par contre, d'autres particules, ben oui. Oui. Alors, en fait, le modèle standard,
pourquoi on l'appelle standard, hein? C'est parce qu'il explique, mais vraiment, mais remarquablement bien, tout ce qu'on a découvert. Donc, tout ce qui est connu, c'est super bien expliqué. Quand je dis super bien expliqué, c'est à des chiffres et des chiffres après la virgule. Les prédictions théoriques et ce qu'on observe, c'est désespérant, ça colle, c'est magique. Et je veux dire, le modèle standard, c'est vraiment une construction mathématique fantastique. Mais ce qui est enquiquinant, c'est que le modèle standard, il n'explique pas plein d'autres choses. Par exemple, si vous avez entendu parler de la matière noire, eh ben, la matière noire, elle est pas. On sait pas ce que c'est, mais on sait ce que c'est pas. C'est-à-dire maintenant, on sait que la matière noire ne peut pas être expliquée par les particules du modèle standard. Donc, il doit bien y avoir autre chose. Euh, Ça peut être des nouvelles particules, on en cherche, il y en a qui ont des noms rigolos, hein. Il y a les actions, par exemple, il y a les WIMP, qui se traduisent par mauviette en français, ça me fait rire. Il y a des choses comme ça, donc on cherche activement des nouvelles particules. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi pas un changement de paradigme, carrément une révolution dans notre façon de penser, comme un peu au début du XXe siècle, on est passé de la physique classique à la physique quantique et relativiste. Ça se trouve, il faut tout chambouler pour expliquer la matière noire. Ça se trouve, ce n'est pas une particule, c'est une autre. Ça nécessitera un changement de paradigme, de façon de voir les choses. Mais oui, il doit y avoir autre chose, ça c'est sûr. Est-ce que vous savez combien a coûté le LHC? J'ai pas les chiffres sous les yeux, c'est dommage. Je crois que c'est de l'ordre de 4 milliards de francs suisses, si je ne me plante pas. Ce qui fait un peu plus en euros si je, si je ne me plante pas. Bah, ça dépend Du moment. du moment et du taux de change. Ouais. Alors, le CERN a construit le LHC pour détecter le boson de Higgs. Vous Pas que. confirmez? Pas que. Et vu que sa masse a été vérifiée, quelles sont les prochaines étapes et les prochaines missions du Alors, LHC donc? alors la masse, vraiment, la masse du boson de Higgs, c'est presque le. Non, une fois, c'est hyper important, on est d'accord. Et maintenant, on l'a. Et très franchement, c'est pas ça qui nous intéresse dans le boson de Higgs. Pour l'instant, au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première publication, on disait qu'on avait observé une particule compatible, quelque chose comme ça, compatible avec le boson de Higgs décrit par le modèle standard. Bon, plus ça va, plus ça ressemble très très fort. C'est comme Canada Dry ou je sais pas quoi, ou la bière sans alcool. Ça y ressemble vraiment très 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 fort au boson de Higgs du modèle standard. Mais il faut néanmoins vérifier toutes ces propriétés. Et il y en a qui sont vraiment pas faciles à vérifier, par exemple, le boson de Higgs, alors jargon de physicien, se couple avec, c'est-à-dire interagit avec des paires de particules, par exemple électrons, anti-électrons, muons, anti-muons, et l'intensité ou le taux de probabilité avec lequel il va interagir avec telle ou telle particule est proportionnel à la masse de la particule. Donc, le boson de Higgs en 2Z, c'est les doigts dans le nez parce que le Z, c'est très massif. Le boson de Higgs en 2W, on en a plein, c'est très massif. Maintenant, si on veut vérifier que le boson de Higgs est bien le boson de Higgs et faire de la mesure de précision sur tous les paramètres, il faut aller chercher les couplages du boson de Higgs aux particules plus légères. Et ça, comme j'ai dit, comme la probabilité que le boson de Higgs interagisse avec ces particules, c'est proportionnel à la masse, c'est extraordinairement rare, donc il faut accumuler énormément de statistiques. Et là, en février prochain, donc 2022, on va démarrer le run 3 du LHC. Donc, on sera dans les mêmes conditions d'opération que le run passé, là. Mais par contre, la fois d'après, donc vous savez, le LHC, on accumule des données pendant 2 ou 3 ans. Et puis, ensuite, on fait un arrêt long. Hein, vous pouvez trouver dans la littérature, c'est LS avec un numéro derrière, LS1, LS2. C'est pour long shutdown, 1, 2, etc. Pendant lequel on fait de l'amélioration des détecteurs et de l'accélérateur. Il y a des changements majeurs qui vont avoir lieu de façon à ce que le LHC passe dans sa phase HL-LHC. Alors, HL, c'est pour High Luminosity. Et la luminosité, c'est exactement le taux de collision dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on veut atteindre des taux de collision extrêmement élevés pour pouvoir accumuler énormément de statistiques et aller chercher des phénomènes rares comme par exemple le boson de Higgs se désintégrant en une paire de muons. L'électron, c'est même pas, je crois que l'électron n'est pas accessible, non, je suis sûre, au HLLHC, mais par contre, le boson de Higgs en 2 muons. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi autre chose, alors là, c'est de la statistique, c'est-à-dire que je disais qu'on n'avait pas observé de nouvelles particules au LHC.
Ça veut dire que si elles existent, elles sont à plus haute masse que les masses qui sont accessibles dans nos collisions. Néanmoins, vous avez vu, les distributions de masse, elles sont larges, elles s'étalent, et donc elles peuvent baver dans les masses accessibles, mais par contre, à faible probabilité. Vous voyez, si je vous dessine une gaussienne, là, il y a plein de monde dans le cœur de la gaussienne, et puis il y a très peu de monde sur les côtés de la gaussienne. Et donc, elles peuvent baver à basse masse, et donc on peut espérer, en accumulant de la statistique, raffiner nos limites sur les particules à haute masse. Et puis, on continue à… En fait, accumuler de la statistique, ça nous permet vraiment d'aller chercher des phénomènes rares et de pouvoir les étudier. Donc, il y a énormément de physique à faire encore au LHC. Il y a ce qu'on appelle la physique de précision, donc être de plus en plus précis sur les paramètres du modèle standard. Et ce n'est pas juste pour se gargariser en disant « youpi, youpi, le modèle standard marche ». C'est essentiellement pour essayer de le faire tomber de son piédestal et voir où est-ce que ça craque. Parce que pour l'instant, on est dans une situation un peu particulière. On a ce modèle génialissime qui marche très, très bien et on n'a pas d'indice pour savoir quelle est la théorie qui va venir après. Et donc, essayer de le faire craquer, ça peut nous donner des directions dans lesquelles chercher. Voilà, donc il y a du boulot. Hein, on ne s'est pas dit, youpi, on a le X et maintenant tout le monde en vacances. Hein. Non, non, non. Alors, on revient sur des questions un peu de compréhension suite à ce que vous avez expliqué. Est-ce que l'observation et la mesure peut influer le résultat observé/mesuré? Et comment vous prenez cette influence en compte si c'est le cas? Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu aborder ce soir. Ça aurait pu être le sujet j'aurais pu ne pas parler du LHC et tout ça et parler de la mesure quantique. Oui, quand on mesure, on influe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai obligé l'électron à passer par là dans mon détecteur. Si je l'ai mesuré là, c'est qu'il est passé. C'est en gros que c'est très mal dit, hein, ce que je raconte. Là, mes collègues doivent être en train d'avoir envie de m'étrangler. Mais j'ai influé la mesure, oui, en le forçant à être là. Il était un peu partout, là où il voulait, quantiquement, probabilistiquement, et je l'ai mesuré là. Donc, oui, c'est de la mesure quantique qu'on fait, effectivement. Mais une fois qu'il est passé par là, rien ne m'empêche de faire passer, d'ajuster une courbe dans sa trajectoire, etc. Mais oui, le pauvre électron, je l'ai un peu quantiquement malmené en le mesurant. Alors, est-ce que la discrétion dont vous parliez tout à l'heure, quand on se rapprochait de notre ligne pointillée et donc des quantas de la physique quantique, est due à la réalité physique ou à nos limites d'observation? Ah non, 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 c'est vraiment le monde quantique est discret, oui. Alors, question sur la mesure de la mesure. Elle est un peu longue, je n'ai pas eu le temps de la reformuler. Pouvons-nous mesurer une grandeur plus petite que ce que mesurerait le moyen de mesure le moyen de mesure le plus fin? Par exemple, pouvons-nous mesurer aujourd'hui un temps plus petit que le temps que met l'atome de césium-133 à vibrer 2 fois? Et est-ce que ça s'étend à toutes les unités de mesure? On peut reprendre si vous voulez tranquillement. Non, 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 oui, non, mais je suis en train de réfléchir. D'abord, est-ce que je suis capable de faire une réponse pertinente? Je me demande si je ne vais pas botter en touche sur celle-là. Pour la Ça va prochaine me demander, conférence. ouais, je vais refiler le bébé au prochain et qu'il se le tienne pour dit. Je ne suis pas certaine de comment l'aborder. Il y a plein de choses à dire, c'est-à-dire que moi, je peux m'amuser à définir une sous-fraction de la seconde. Après, on peut se poser la question de est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas comment l'aborder, je suis désolée, là, je botte en touche. Pas de souci, je vous donne la dernière question que j'ai sous la main. Est-ce qu'on peut dévier aujourd'hui gravitationnellement des photons en conditions expérimentales? Non, je ne crois pas. Ah. Pas gravitationnellement. Non, 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 je ne crois pas, non. Bah, c'est-à-dire que enfin, le soleil, par exemple, il y arrive un petit peu. Les trous noirs, ça marche super, mais alors en labo, ça, on n'a pas les masses qu'il faut. Non, non, gravitationnellement, je ne crois pas. Si je dis une ânerie, je veux bien que quelqu'un… Je serais ravie, mais non, non, gravitationnellement, non. Pas à ma connaissance, mais On peut faire plein de trucs on note aussi. électromagnétiquement, mais pas gravitationnellement, non. Enfin, il faut un trou noir, donc voilà. Bah, écoutez, je crois que je vous ai transmis toutes les questions du public. Je vérifie de ce côté-là s'il n'y a pas des petites questions qui sont tombées. Non, on a tout. Donc, si vous voulez un petit mot supplémentaire, ou c'est bon pour vous, Nathalie. Sinon, on va conclure cette jolie séance qui m'a beaucoup plu. J'adore l'infiniment petit. Moi, je suis fan. Ouais.
Merci Top. beaucoup à vous. Du coup, merci à vous, public, de nous avoir suivis jusque-là. Merci à ma collègue au chat, évidemment, et aux techniciens qui nous assurent le direct ce soir.